Et il est l'heure de découvrir la suite de notre feuilleton de la semaine, le grand destin consacré à Louis XV, dit le bien-aimé, en âge de devenir roi. Vous allez voir pourquoi il est le bien-aimé. Je vous ai montré hier ce tout petit garçon qui se retrouve roi, vous imaginez, dans quelles circonstances. Très seul, hein, vous avez vu à quel point plus de père, plus de mère, quasiment pas de famille. Bon. Or, le 31 juillet 1721, ce jeune roi, il a 11 ans révolus maintenant, il se trouve à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois pour la fête de la paroisse. Il ne vient pas de très loin puisqu'il réside aux Tuileries, donc il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire. C'est un jour de canicule, ce 31 juillet, la foule est considérable. Disons les choses, la fête a été très mal organisée. Bref, le royal adolescent est bousculé, il se trouve mal et le soir, la fièvre se déclare. Elle devient forte le 1er août. Alors ça y est, les médecins arrivent à bride abattue, si je puis dire, saigné, ressaigné. Pourtant, Madame de Ventadour, qui avait sauvé le petit dauphin, est là, toujours, qui veille. Le 3e jour, on le fait vomir, on le purge plusieurs fois. On peut dire que la médecine de l'époque avait vraiment de quoi vous tuer. À Paris, dans tout le royaume, c'est l'émoi. On a sorti la chasse de Sainte-Geneviève, on a ordonné les prières publiques avec exposition du Saint-Sacrement, et miracle, dès le 4 août, le jeune roi va mieux. Il est même sauvé. Et à ce moment-là, c'est une explosion de joie indicible dont les chroniqueurs du temps, Barbier, bien sûr, le journal d'un bourgeois de Paris, vous savez, Barbier, Buvat, etc., les chroniqueurs se font l'écho de cette joie. On s'embrasse dans les rues, on chante, on danse, on hurle « Vive le roi !» sans casser la voix. Tédéum, députation, réjouissance publique pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. De mémoire de français, on n'avait jamais connu pareil allégresse, nous dit un témoin. Le 11 août, à 4 heures de l'après-midi, entre aux Tuileries une troupe de 25 garçons, des apprentis tailleurs et perruquiers, en chemise de fine toile de Hollande, culottes blanches, bas et gants blancs, plumets, écharpes, rubans bleus, avec une douzaine de grelots à chaque jambe, l'un monté sur un faux cheval à housse d'or, et ils viennent là pour danser devant le jeune roi guéri, pour manifester leur joie, tout simplement. Que nous apprennent ces réjouissances extraordinaires ? Eh bien, que ce jeune souverain si beau, si pur, est devenu l'idole de ces peuples, comme on disait à l'époque. La popularité de Louis XV est immense, elle est sans précédent. On peut dire que c'est à partir de là que le roi devient le bien-aimé du peuple français. Et vous savez que le bien-aimé, c'est le nom qu'il gardera dans l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, le feuilleton est consacré, bien sûr, et comme toute la semaine, à Louis XV, qui est devenu l'idole de ces peuples. Vous nous le disiez il y a un instant. Il est devenu le bien-aimé et il va découvrir le jeune roi Versailles. Et oui, il est tout jeune, il a 12 ans, en juin 1722, lorsque on le ramène à Versailles, où il a vécu les toutes premières années de sa vie. Il en a plein de souvenirs, bien entendu. Il est très heureux. Il faut imaginer ce petit roi qui court partout. C'est un gamin, il a 12 ans. Alors on n'arrive pas à le tenir. Il veut aller voir la chapelle d'abord, qui a été la dernière grande réalisation du règne de Louis XIV, la chapelle de Robert de Cotte, sur des plans de Hardouin-Mansart. Et puis, il va aller se promener partout dans les jardins. On le voit courir jusqu'au Grand Canal. Et puis, il revient, il monte jusqu'à la Galerie des Glaces, ce que nous appelons, nous, la Galerie des Glaces. On appelait ça la Grande Galerie à l'époque. Et comme il n'y a plus de meubles dans Versailles depuis un certain temps, ça fait 7 ans que la cour n'est plus là, 5 ans en tout cas, il décide à ce moment-là de s'asseoir par terre. Et le régent et le reste de la cour qui le suivait péniblement, poussivement, si je puis dire, va en faire autant. J'aurais bien aimé voir ce tableau de tout le monde assis par terre dans cette galerie des glaces et le petit roi tout heureux. C'était une grave erreur politique, nous dit pourtant François Bluch dans sa biographie de Louis XV chez Perrin. Grave erreur politique, mais personne n'en avait conscience. Louis XV, suivant son sentiment, ne se souciait pas des contraintes de la raison. Versailles avait été le cadre merveilleux de son enfance. D'ailleurs, si le régent détestait un château qui lui rappelait les admonestations du feu roi, Louis XV savait que son bisaïeul eût désiré de le voir élevé à Versailles comme le lieu le plus propre, le plus commode et le plus magnifique que l'on pût souhaiter. Sic, nous dit Bluch à propos de commode, parce que c'est vrai que l'endroit est peut-être pas si
si commode que ça. Or, le jeune souverain veut imiter son prédécesseur, dit-il. Il ne fait donc 7 mois avant sa majorité que réaliser un souhait de Louis XIV, au reste, en ce cadre connu et que l'Europe admire, il pense gagner en prestige, en liberté et en autorité. Le roi de Versailles est d'une autre stature que celui des Tuileries. C'est peut-être ça le secret, évidemment. Sauf que le manteau est un peu grand, si je puis dire. Alors, ce que François Bluch ne précise pas, c'est que le roi était venu à Versailles pour y préparer sa première communion, qui va donc avoir lieu au mois d'août. Et aussitôt dépassé la première communion, le régent décide d'écarter ce pauvre Villeroy, vous savez, ce duc de Villeroy qui est là toujours à côté du petit Louis XV et qui est un personnage complètement imbu de sa personne, dont on pense que l'influence sur le jeune roi n'est pas bonne. Le régent en a assez des opportunités de ce personnage et il va le faire arrêter et exiler. Sauf que Villeroy, depuis des années, n'a eu de cesse de dire à l'oreille du roi qu'il était l'homme qui représentait qui assurait sa sécurité. Que si lui-même n'était plus là, alors tout serait à craindre. Et on va voir le jeune Louis XV complètement affolé à l'occasion de cette arrestation. Il a les yeux rouges pendant plusieurs jours, il refuse de parler, il ne salue même plus le régent. C'est un véritable, on peut dire que c'est un traumatisme pour lui. On n'en est pas moins en train de préparer son sacre. Alors, le sacre était fixé à septembre. Seulement, les vignerons se sont dit que si toute la cour et toutes les armées, etc., se rendaient à Reims avant que les vendanges ne soient faites, ça allait être une catastrophe. Alors, on demande si, par respect pour le raisin, on ne pourrait pas retarder un petit peu le sacre. Et ce sacre, il est donc reporté au 25 octobre 1722. La cathédrale, écrit Pierre Gaxot, avait reçu une ornementation magnifique. Les plus belles tapisseries de la couronne tendues jusqu'à la voûte, l'autel couvert d'une nappe de drap d'argent galonné d'or, 2 dais de velours violet brodés de fleurs de lys. On prétend qu'il y avait 8000 aunes, c'est-à-dire environ 10 km, de tapisseries tendues. Sur les autels, des chasses d'or garnies des diamants, contenant les reliques les plus précieuses, comme le chef, c'est-à-dire la tête de Saint-Louis. 6 cardinaux, 5 archevêques, 20 évêques prennent place parmi les premiers, tandis que s'assied les maréchaux d'Étré, de Tessé et d'Ussel, qui devaient porter dans la cérémonie la couronne, le sceptre et la main de justice. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Suite de ce grand destin cette semaine consacrée à Louis XV, nous sommes donc le 25 octobre 1722. Le roi vient d'être sacré et couronné à Reims. Et oui, alors il n'est pas pour autant majeur. Vous savez que les rois de France étaient majeurs le jour de leurs 13 ans, pour leur 14e année, comme on disait à l'époque. Donc il faut attendre le 15 février 1723. Et dès le 16 février, il y a cette... Vous savez, les choses de la cour sont toujours très subtiles. Et il y a ce petit signe tout à fait magnifique pour les gens avertis. Le soir, le chef de l'État donne toujours l'ordre. Ce qu'on appelle l'ordre, c'est un mot. Alors généralement, c'est un mot qui passe par la tête du roi, n'importe quel mot. Ça peut être n'importe Ça peut être vraiment n'importe quel mot. Et ce mot, le roi le dit à l'oreille du capitaine des gardes, et ce sera le mot qui permettra ensuite, qui va être transmis, et qui permettra c'est le mot de passe, qui permettra d'entrer dans les châteaux royaux pendant toute la nuit. Eh bien, jusqu'ici, c'était le régent qui donnait le mot. Et le soir du 16 février, on voit le régent s'écarter et c'est le petit roi qui vient dire le mot, qui vient donner l'ordre, comme on dit, à l'oreille du capitaine des gardes. Et ça y est, le roi est majeur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de régence. La régence va s'achever. Il faut nommer maintenant un premier ministre, se dit-on. Alors le régent, celui qui a assuré la régence, Philippe d'Orléans, qui, entre parenthèses, a été d'une parfaite correction et loyauté dans cette affaire. Le régent propose son camarade de débauche, mais qui n'en est pas moins un grand homme d'État, le cardinal Dubois, dont nous avons eu l'occasion de parler à ce micro. Il propose à Louis XV de le nommer Premier ministre. Et alors, c'est un peu une proposition pour la forme, car le régent n'imagine pas que le jeune roi lui dise non. Mais ce qui est amusant, c'est la façon dont réagit Louis XV. Au lieu de se montrer comme il est assez souvent en public, il se montre assez cordial, assez chaleureux, etc. Là, il lâche simplement du bout des lèvres un petit oui.
et ça suffit à nommer un Premier ministre qui meurt de la gangrène très tôt, dès le mois d'août. Quant au régent lui-même, d'ailleurs, il va mourir à son tour d'apoplexie, disons les choses d'excès en tout genre. Il va mourir le 2 décembre de cette année 1723, ce qui fait que désormais, c'est le cousin du roi, c'est le duc de Bourbon, de la maison de Condé, qui va exercer le premier ministère. Alors, le duc de Bourbon est un homme insinuant, très ambitieux. Il faut vous dire qu'il a derrière lui, et qui lui souffle dans les voiles, si je puis dire, sa maîtresse, Madame de Prie, qui est un personnage assez extraordinaire. Et le duc de Bourbon essaie d'extorquer au roi un certain nombre de grandes décisions. L'essentiel, c'est lui qui gère, bien entendu, avec une administration efficace. Je vais y venir dans un instant. Par exemple, le duc de Bourbon demande au roi s'il est d'accord pour rappeler le maréchal-duc de Villeroy, justement, son ancien gouverneur, vous savez. Et Louis XV répond la même chose. Un seul petit mot, il faut tendre l'oreille pour entendre. Oui. Non, dit-il. Là, cette fois-ci, c'est non. Et le gouverneur ne reviendra pas. Et il reviendra, mais beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que le premier soir où Villeroy se présente à Versailles, il pense que le roi va lui ouvrir les bras et tomber en larmes dans les siens. Et pas du tout. Louis XV affecte de ne même pas le remarquer. Et il fait exprès ce soir-là de parler à un grand nombre de courtisans pour bien montrer à Villeroy qu'il fait exprès de ne pas lui adresser la parole. On sait pourquoi il a refusé alors qu'il avait été si triste de son Je départ. pense que, vous savez, il avait pris conscience de la mauvaise influence que Villeroy avait pu avoir sur lui, et puis il lui en voulait d'avoir été tellement tatillon, tellement pénible pendant toute cette enfance qu'il a constamment rembruni. Et donc Louis XV est sans doute, ça c'est intéressant, c'est sans doute un être de rancune. C'est quelqu'un qui a la rancune tenace et qui, bien qu'il soit très discret, très poli, qu'il s'exprime peu, est capable de temps en temps d'une froide vengeance. Le roi tombe malade sur ces entrefaites et on se dit que sa succession n'est pas du tout assurée. Ça recommence, voyez. Et Madame de Prie, surtout, se dit que le pouvoir pourrait lui échapper. Alors vite, il faut marier le roi. Dans un premier temps, on l'avait fiancé à la fille du roi d'Espagne, Philippe V. Philippe V était le petit-fils de Louis XIV. Tout ça reste dans la même famille. On l'avait marié à cette on l'avait fiancé à cette infante d'Espagne. Sauf que le problème, c'est que cette triste Pépa, comme on la surnommait, était encore en âge de jouer à la poupée, vous voyez, elle était loin de pouvoir donner des enfants au roi. On se dit non, c'est pas possible. On la remet tranquillement avec ses poupées, ses bagages dans un carrosse, direction Madrid, la pauvre, et l'on va choisir une femme en âge de procréer pour ce jeune roi qui a 15 ans là maintenant, on est en 1725. Alors, on fait toute une liste des princesses à marier en Europe, mais alors il y a tous les problèmes possibles. Soit ce sont des princesses russes, on se méfie des Russes, soit elles sont orthodoxes, soit elles sont protestantes, vous imaginez Sa Majesté très chrétienne, roi catholique s'il en fut, qui épouserait une protestante, pas possible. Bref, parmi les dizaines et dizaines de princesses dont on a fait la liste, il y en a une qui va rester, c'est la fille d'un roi de Pologne déchu et exilé, il s'appelle Stanislas Leżinski, sa fille s'appelle Marie Leżinska, c'est une petite famille qui vit très modestement à Wissembourg, vous savez, dans l'est du royaume, ce sont des réfugiés qui vivent avec une petite pension que la France veut bien leur verser, et encore quand elle la leur verse, et voilà le messager du roi de France qui débarque à Wissembourg et qui annonce au pauvre Stanislas Leżinski que sa fille est reine de France. Le mariage aura bientôt lieu à Fontainebleau, ce sera l'occasion d'une grande fête et ce sera pour le roi comme un véritable déclic. À compter de ce mariage, Louis XV est adulte et il va pleinement exercer ses responsabilités royales.